De Pékin à Moscou, 8000 km en train nous attendent, à bord du Transmongolien, une des 3 branches du mythique Transsibérien. Nous quitterons la capitale chinoise en longeant la Grande Muraille, puis nous traverserons le désert de Gobi pour plonger dans le temps en Mongolie. Nous atteindrons ensuite la Russie, pour plonger réellement cette fois-ci dans le lac Baïkal. Ensuite, nous traverserons la Sibérie et la chaîne de l'Oural, ce qui nous ramènera en Europe pour finir notre périple à Moscou. Ulan-Ude, une ville de 365 000 habitants, est la capitale de la République indépendante de Bouriatie. Elle a été fondée en 1666. C'était alors un poste pour l'hivernage des Cosaques russes. La ville est située au confluent des 2 rivières Selanga et Ouda. C'est un point de croisement des grandes routes joignant la Chine et la Mongolie avec la Russie et l'Europe. Cette situation géographique particulière a favorisé son développement. Ulan-Ude est la 3e ville la plus importante de Sibérie orientale. Nous y sommes accueillis par un spectacle de chant et danse organisé à notre attention. Nous pourrons ainsi constater que les cultures bouriates et mongoles sont très similaires. La voie du Transsibérien a été construite entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Ce projet gigantesque avait pour objectif de rallier la partie occidentale de la Russie à Vladivostok sur la côte Pacifique. Le 28 août 1898, le premier convoi arrive à Irkoutsk. Le lac Baïkal, représentant une barrière naturelle infranchissable, les trains sont embarqués sur un brise-glace permettant de le traverser. Puis, très vite, notamment à cause de la guerre contre la Chine, une voie de chemin de fer fut construite qui longeait le lac par le sud, de Port Baïkal
à Sludanaïka. Elle fut inaugurée en septembre 1904. Sa construction fut un véritable exploit, car il fallut bâtir plus de 36 tunnels et de nombreux ouvrages d'art. On la visite aujourd'hui comme monument historique. Le lac Baïkal est le plus grand lac de la planète. Son eau est cristalline et son volume représente le 20% de l'eau douce des lacs du monde. La diversité de sa faune et de sa flore est unique et de nombreuses espèces, telles le phoque de Sibérie, sont endémiques. Une grande partie de ses rives est une réserve naturelle. Il s'étale sur une longueur de plus de 630 km et atteint une largeur maximale de 86 km. On peut y voir des vagues de plus de 6 mètres lors des grandes tempêtes. Sa profondeur maximale est de 1600 mètres. Sa superficie est de 31 000 km², soit les 3/4 de celle de la Suisse. Plus de 360 rivières se jettent dans le lac, alors qu'une seule, l'Angara, y prend sa source. L'eau du lac est utilisée comme eau potable sans aucun traitement. Elle est puisée à 400 mètres de profondeur. L'eau de surface met 40 000 ans pour atteindre le captage. Le lac Baïkal est complètement gelé de janvier à mai. Il contient 23 000 km³ d'eau. Si toutes les rivières du monde s'arrêtaient de couler, l'eau contenue dans le lac permettrait d'abreuver toute la planète pendant 60 ans. Il est 5 fois plus profond, 54 fois plus étendu et 258 fois plus volumineux que le Léman. Son volume est égal à celui de la mer Baltique. Fondée en 1661 par le cosaque Jakov Pokabov au bord de la rivière de l'Angara, Irkoutsk est la seule ville en Sibérie qui ait gardé son architecture en bois, notamment les isbas anciennes en rondins, construites sans aucun clou et décorées de sculptures sur bois. Au début, la ville ne comptait que 20 cosaques, c'était une forteresse. Petit à petit, elle se développa et abandonna sa fonction militaire au XVIIe siècle pour se tourner vers le commerce, devenant un axe important du commerce entre l'Orient et l'Occident. La Maison de l'Europe, symbole d'Irkoutsk, est un bon exemple d'une isba reconstituée dans son état original. La ville étant dans la limite du permafrost, les constructions ont tendance à réchauffer le sol sur leur superficie, ce qui fait qu'elles s'enfoncent petit à petit. Bien souvent, on doit creuser autour de la maison pour avoir accès à l'entrée qui se trouve au sous-sol. Le 14 décembre 1825, à l'occasion de la prestation de serment des régiments de la garde au nouvel empereur Nicolas Ier, des officiers tentèrent de déclencher une révolution. Ils étaient jeunes et brillants, hautement instruits, généralement issus de la noblesse, férus des idées occidentales qu'ils avaient découvertes lors de la campagne de France. Les futurs décembristes voulaient pousser l'empereur à opérer des réformes radicales, promulgation d'une constitution, abolition du servage, reconnaissance des droits et libertés fondamentaux aux Russes. La société cultivée sympathisait avec ces groupes. Le peuple, quant à lui, n'entendait rien à leur objectif. Le mouvement fut brisé par la réaction armée du gouvernement, mais aussi parce qu'il ne bénéficiait d'aucun support populaire. Pressés par leurs officiers d'acclamer la Constitution, les hommes de troupe crurent que ce mot inconnu d'eux était le prénom de la femme du grand-duc Constantin. L'appel à la liberté, lancé par les décembristes, resta sans écho auprès du peuple russe.
Les décembristes ignoraient tout, en fait, de la mentalité et des espoirs populaires. Ils payèrent cette ignorance de l'exécution des meneurs et de la déportation en Sibérie de quelques centaines des leurs. Ils passèrent d'abord quelques années au bagne. Certaines épouses courageuses s'établirent près de leurs maris, dans la ville. Au bout de quelque temps, les conjurés eurent droit à une liberté surveillée, mais ne purent quitter la région d'Irkoutsk. Désireux de mener une vie s'ayant à leur rang, même au fin fond de la Sibérie, ils s'attelèrent à développer Irkoutsk. En 1856, les décembristes furent amnistiés et ils participèrent encore plus activement au développement de la vie sociale et culturelle de la ville et à l'alphabétisation de la population. La cathédrale de l'Épiphanie a été bâtie au début du XVIIIe siècle. Cet ensemble pittoresque est marqué par l'influence des éléments du style baroque. Mais en Russie, ce style est devenu original, particulier, plus léger et plus gai. Ce n'est pas typique pour l'architecture d'église, et nulle part ailleurs dans le monde on a de l'architecture religieuse pareille, si joyeuse. Le monastère Znamensky, érigé en 1763, fut restauré et rouvert par des religieux exilés après la Seconde Guerre mondiale. Dans son cimetière repose la princesse Troubetskaya et 3 de ses enfants. Elle fut une des quelques femmes de décembristes qui ont suivi leur mari en exil. Cet impossible voyage de plus de 5000 km représentait une aventure incroyable. Devenues femmes de bagnards, elles perdaient leurs privilèges nobiliaires, leur droit de se déplacer, de correspondre, de disposer de leurs biens était réduit. Selon l'acte de renoncement qu'elles devaient signer, elles n'étaient autorisées à voir leur mari que 2 fois par semaine et en présence d'un officier. Elles avaient dû abandonner leur argent et leurs bijoux. Les enfants nés en Sibérie feraient partie des paysans appartenant à l'État. Le gouvernement se déchargeait de sa responsabilité si elles venaient à être attaquées ou même tuées. De plus, on leur interdisait le retour en Russie d'Europe après la mort de leur mari. 9 femmes et 2 fiancés qui avaient suivi leur bien-aimé au bagne pour s'y marier signèrent ces cruelles conditions. La première fut la princesse Troubetskaya. Nous nous dirigeons maintenant en direction de Novosibirsk, au centre de la Sibérie. Avec une population de 1,5 million d'habitants, c'est la 3e ville de Sibérie. Son climat est extrêmement continental, avec des hivers froids, durant lesquels le mercure peut descendre jusqu'à -40 et des étés tièdes et secs. Les 3 monuments phares de la ville sont sa magnifique gare, que nous voyons actuellement, son opéra pouvant accueillir 6000 spectateurs, qui est le plus grand de Russie, et, naturellement, son pont métallique permettant aux transsibériens de traverser l'Ob. La ville de Novosibirsk, dont le nom signifie Nouvelle-Sibérie, fut fondée en 1893 comme futur site du pont du transsibérien enjambant l'Ob. La ville abrite également une des meilleures universités russes, ainsi que de nombreux instituts de recherche scientifique. Son emplacement stratégique en fait un nœud de communication entre la Russie de l'Ouest, la région de Vladivostok et la Chine. Yeah.
Kazan fut fondée vers 1005. La ville est située au confluent de la Volga et de la Zananka. C'est la capitale de la République du Tatarstan. Les historiens ne s'accordent pas sur l'identité des fondateurs de la ville. Pour les uns, ce serait l'œuvre des Bulgares de la Volga, tandis que d'autres penchent pour une initiative des Tatars de la Horde d'Or. Son Kremlin, nom russe pour une forteresse, est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. La ville a été de 1438 à 1552 la capitale d'un khanat tatar, un royaume, issu de l'éclatement du territoire de la Horde d'Or. En 1552, sous le règne d'Ivan le Terrible, la ville fut annexée à la Russie après un long siège, à l'issue duquel une bonne partie de la population fut massacrée, tandis que les survivants étaient déportés. Seule forteresse tatare subsistant en Russie et lieu de pèlerinage important, le Kremlin de Kazan forme un groupe exceptionnel de bâtiments historiques datant du XVIe au XIXe siècle et intégrant les vestiges de structures plus anciennes datant du Xe au XVIe siècle. Le site et ses grands monuments représentent un exemple rarissime de la synthèse des influences tatares et russes, de l'intégration de différentes cultures, mais laisse aussi apparaître l'impact de l'islam et du christianisme.